Mesdames, Messieurs, bonjour. Sabah al-khair. Après avoir expliqué l'énergie dont a besoin la cellule pour fonctionner, nous allons nous pencher maintenant sur le métabolisme proprement dit. Alors, au cours de cette deuxième séance, nous allons essayer de définir le métabolisme un petit peu plus profondément et nous allons démarrer le catabolisme des glucides. Alors, sur cette diapositive, que voyez-vous? Eh bien, cette diapositive résume le métabolisme. Et vous voyez que, comme nous l'avons déjà dit précédemment, que le métabolisme est un ensemble de réactions. Mais ces réactions ne sont pas isolées. Toutes ces réactions sont liées les unes aux autres. L'ensemble des processus qui constituent le métabolisme forment donc un réseau très complexe de réactions enzymatiques organisées en voie métabolique. Il existe plus d'1 millier de réactions chimiques dans un organisme. Le métabolisme est un ensemble cohérent contenant de nombreux motifs communs. Qu'appelle-t-on motifs communs? Regardez, ici nous voyons un squelette. Donc, ici vous avez le métabolisme et au centre de ces voies métaboliques, il y a un squelette sur lequel nous allons travailler. Ici vous avez la glycolyse, le cycle de Krebs, le mécanisme de la phosphorylation oxydative. Ce n'est pas très clair, mais nous allons les travailler en détail. Le nombre de types de réactions est relativement petit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura beaucoup de réactions de phosphorylation, des réactions de carboxylation, des réactions de décarboxylation, des réactions d'oxydoréduction, des réactions d'isomérisation. Et donc, le nombre, en réalité, n'est pas très grand. Un certain nombre de molécules jouent un rôle central dans toutes les formes de vie, par exemple le pyruvate, par exemple l'acétylcoenzymate que nous allons voir en détail. Alors, que retenir de ce métabolisme? Ce que je vous demande de retenir, puisque nous avons dit que le métabolisme, c'est un ensemble de réactions et que dans ces réactions, il y a des réactifs et des produits. Donc, pour chaque métabolisme que nous allons étudier, il va falloir retenir c'est quoi les réactifs, c'est quoi les produits de la réaction. Par exemple, la glycolyse, la gluconéogenèse, le cycle de Krebs, le métabolisme des acides aminés, le métabolisme des lipides, sur lesquels nous allons nous pencher. Donc, il faut connaître c'est quoi les formules des réactifs et des produits pour chaque type que nous allons étudier. De plus, il faut connaître les localisations. Nous avons vu que le catabolisme se déroule dans des organes bien particuliers et l'anabolisme se déroule dans des organes bien particuliers. De plus, à l'intérieur de ces organes, ces organes sont constitués de cellules et dans ces cellules, il y a des compartiments cellulaires. Et chaque réaction va se dérouler dans un compartiment bien particulier, donc il faut connaître la localisation cellulaire de chaque réaction. Les types de réactions, il faut les connaître. Est-ce que c'est des réactions d'oxydoréduction, de décarboxylation, d'isomérisation, de phosphorylation, etc. Il faut connaître la régulation des voies et les relations entre les voies métaboliques. Donc, c'est ce que je vous demande surtout de retenir dans ce métabolisme. Le métabolisme est quelque chose de complexe et donc, surtout ce qu'il faut connaître, ce sont ces points que vous avez sur cette diapositive. Alors, le groupe de réactions les plus importants et les interconnexions du métabolisme sont les suivants. Donc, nous allons étudier le métabolisme des protéines. Donc, une protéine, au cours de sa dégradation, se transforme en acide aminé. Les sucres, au cours de leur dégradation, vont se transformer en glucose. Les lipides, en acides gras et glycérol. Et vous voyez, quel que soit le métabolisme étudié, on va passer par des motifs communs, tels que la glycolyse, le cycle de Krebs, donc la phosphorylation oxydative, donc c'est un squelette commun. Et les molécules importantes, le pyruvate, l'acétylcoenzymate, et vous voyez que ici il y a des molécules importantes qu'on va retrouver. Donc l'axe central du catabolisme est constitué par la glycolyse, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative.
Si la voie catabolique est parcourue dans sa totalité, nous allons obtenir du CO2, du NH3, de H2O, du F et de l'ATP. Maintenant, nous allons nous pencher sur le métabolisme des glucides. Alors, le métabolisme des glucides, nous allons étudier la glycolyse, le cycle de Krebs, la respiration, le mécanisme de la phosphorylation oxydative. Alors, c'est quoi la glycolyse? Comment on peut la définir? Alors, la glycolyse, son nom est tiré glu pour sucre, lyse pour dissoudre. Donc, c'est le catabolisme des glucides. Elle se déroule dans le cytoplasme, voici la localisation, et elle nécessite du glucose et a pour but de produire du pyruvate. Le pyruvate peut soit entrer dans le cycle de Krebs, qui se déroule dans la mitochondrie, ou le cytoplasme des bactéries en aérobiose, soit être métabolisé par fermentation pour produire du lactate ou de l'éthanol. La voie de la glycolyse correspond à une série de 10 réactions catalysées par des enzymes qui dégradent une molécule de glucose composée de 6 atomes de carbone en 2 molécules de pyruvate à 3 atomes de carbone. Au cours de cette glycolyse, il y aura production de molécules riches en énergie comme le NADH et l'ATP. Donc la glycolyse a lieu dans le cytoplasme. Toutes les étapes sont réversibles. Donc nous avons 10 étapes. Toutes les étapes sont réversibles sauf 3. 3 étapes seront irréversibles sur lesquelles se feront les régulations. Donc ça, c'est la formule de glucose. Et en solution, le glucose est plutôt sous forme cyclique. Et le glucose qui sera utilisé, c'est le D-glucose. Alors, la circulation sanguine apporte le glucose aux organes nécessitant de l'énergie. Le transport à l'intérieur des cellules est assuré par des protéines transporteuses. Et ces protéines transporteuses, il y en a plusieurs, mais à titre d'exemple, GLU1, on va le trouver dans les globules rouges, GLU2 dans le foie et le pancréas, GLU3 dans le cerveau, GLU4 le muscle et les graisses. Ce système de transport ne nécessite pas de l'énergie, c'est un système de transport facilitatif travaillant dans le sens du gradient. Les cellules utilisent le glucose et la glycémie est d'environ 5 millimolaires et la concentration intracellulaire est plus faible. Donc le glucose entre facilement à l'intérieur des cellules. Dès son entrée, il sera phosphorylé et donc chargé négativement. Cette charge négative l'empêche de quitter la cellule. Ici, nous avons, sur cette planche, nous avons un schéma général de la glycolyse. Vous voyez qu'on va partir d'une molécule de glucose à 6 atomes de carbone et au bout de 10 réactions, nous allons arriver à une molécule de pyruvate à 3 atomes de carbone. Nous allons étudier chaque réaction individuellement. Et donc, ici, nous avons, comme tout à l'heure, sur la planche, nous n'avons que les noms. Ici, nous avons les différentes formules. Et ici, nous avons la variation d'énergie libre dans les conditions standards pour chaque réaction. Et ici, la variation de l'énergie dans les conditions réelles. Alors, maintenant, nous allons travailler étape par étape. Donc, nous avons dit que la glycolyse est une voie de dégradation du glucose en pyruvate. Le glucose, il a plusieurs origines. L'hydrolyse des osides alimentaires, le glucogène hépatique et l'intervention et l'interconversion d'autres oses. Caractérisation de la glycolyse, la voie anaérobique et elle est cytosolique. Il y a 10 réactions divisées en 2 phases, une phase préparatoire et une phase de restitution d'énergie. Elle produit 2 ATP et 2 NADH. Toutes les étapes sont réversibles, sauf 3. Alors, fonction de, on a vu tout à l'heure que tous les intermédiaires de la glycolyse sont phosphorylés. Donc, on part du glucose en glucose 6-phosphate, puis ce glucose 6-phosphate va subir une réaction d'isomérisation en fructose 6-phosphate, puis ce fructose 6-phosphate va subir une deuxième phosphorylation par l'ATP pour donner du fructose 1,6-biphosphate qui subit une scission et va donner de la dihydroxyacétone phosphate
et le glycéraldéhyde-3-phosphate qui subit une réaction de phosphorylation, d'oxydation phosphorylante et il va nous donner le 1,3-biphosphoglycérate qui va permettre la synthèse d'une molécule d'ATP et se transformer en 3-phosphoglycérate, puis une isomérisation, une mutation, le phosphate va muter, donc sous l'action d'une mutase, va donner le 2-phosphoglycérate, puis le phosphoénolpyruvate, puis le pyruvate. Donc vous constatez que tous les intermédiaires de la glycolyse sont phosphorylés, tous. Et bien cette phosphorylation, elle est importante parce que elle affecte une charge négative, ce qui empêche la molécule de quitter la cellule. Première fonction de la phosphorylation. Deuxième fonction, c'est un signal de reconnaissance pour les enzymes qui catalysent les réactions. Et le troisième, c'est que le groupement phosphate va intervenir dans la conservation de l'énergie qui contribuera à la formation des ATP. Donc nous allons maintenant nous pencher sur la phase préparatoire. Donc nous avons dit que la première étape, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. D'accord? Cette réaction nécessite de l'énergie, du magnésium pour se faire et de l'énergie sous forme d'ATP. Alors voici cette réaction. La phosphorylation du glucose, l'enzyme s'appelle l'hexokinase. Réaction irréversible. Donc cette première étape est une étape irréversible. Elle est très exergonique. L'enzyme est ubiquitaire, ça veut dire quoi? Que cette enzyme, l'hexokinase, elle qualifie une molécule présente dans de très nombreux tissus de l'organisme. Elle est non spécifique, mais elle a une forte affinité. Forte affinité, ça veut dire que dès qu'il y a très peu de concentration de glucose, eh bien, elle va le détecter et le transformer. C'est une enzyme magnésium dépendante. Et on a déjà vu ça, que le magnésium, il possède deux charges positives. Et il va se fixer sur l'ATP pour neutraliser les deux charges négatives de l'ATP pour que ce complexe-là puisse se fixer sur l'enzyme. Il y a une consommation d'une molécule d'ATP et le glucose 6-phosphate est un inhibiteur de l'hexokinase. Quand la concentration de glucose est très élevée, eh bien, le glucose 6-phosphate inhibe l'enzyme. D'accord? Donc, la variation d'énergie libre dans les conditions standards, elle est de moins 16,7. Par contre, dans les conditions physiologiques, elle est de moins 33,5 kJ par mol. Donc, la deuxième réaction est une réaction d'isomérisation. C'est la transformation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Cette réaction, elle est catalysée par une isomérase, phosphohexoisomérase, transformation d'un aldose en acétose. L'enzyme, elle est formée de 2 sous-unités et elle a un poids moléculaire de 125 000. La troisième réaction, c'est la réaction catalysée par la phosphofructokinase. Et bien cette réaction, elle est très importante pour la glycolyse. C'est une réaction clé pour la glycolyse. Donc elle est réaction similaire à celle catalysée par l'hexokinase. Donc la phosphofructokinase a un rôle très important dans la régulation de la glycolyse. Cette enzyme catalyse la véritable étape d'admission. Donc fructose 6-phosphate en présence de l'ATP nous donne du fructose 1,6-biphosphate. Biphosphate, pourquoi? Parce que les deux phosphates ne sont pas portés par le même carbone. On dira diphosphate quand ils seront portés par le même carbone. Donc, la réaction est fortement exergonique. C'est la deuxième étape irréversible. La phosphofructokinase est une enzyme clé. Sa vitesse est la plus lente de la glycolyse. Étape limitante de la voie métabolique. Sa régulation est étroitement liée à la concentration d'ATP et d'AMP et dépend du niveau énergétique de la cellule. Quatrième étape, c'est la réaction où il va y avoir une scission ici.
Elle est catalysée par l'aldolase. L'aldolase est une enzyme formée de 4 sous-unités avec un poids moléculaire de 150 000, bien que fortement endergonique. La réaction se produit parce que dans le cytoplasme, la concentration des triose-phosphates est 8 fois plus basse que celle du fructose 1,6-biphosphate. La 5e étape, c'est la transformation du triose par l'action d'une triose-phosphate isomérase. L'aldolase produit du glycéraldéhyde-3-phosphate et de la dihydroxyacétone phosphate. Seul le glycéraldéhyde-3-phosphate est utilisé par les réactions suivantes. Il faut donc transformer la dihydroxyacétone en glycéraldéhyde-3-phosphate. C'est une réaction d'isomérisation. Alors, le bilan de la phase préparatoire, consommation de 2 ATP. Nous avons consommé ce 2 ATP lorsqu'on a transformé le glucose en glucose 6-phosphate et le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. La formation de 2 glycéraldéhydes 3-phosphate plus 2 ATP. La phase préparatoire a un coût énergétique de 2 ATP. Merci de votre attention.